Bonjour, voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo qui sera publiée avec 2 jours de retard parce que j'ai eu des petits problèmes techniques et la première vidéo que j'ai enregistrée, il y avait un décalage entre le son et l'image. Je me suis regardée et je me suis dit que c'était vraiment trop dérangeant. Donc je suis enfin installée dans un endroit où je peux refaire cette fameuse vidéo et comme tu peux le voir à l'écran, je l'avais déjà préparée. Cette fois-ci, on va parler de la résolution de conflits sans perdant. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu m'as probablement déjà entendu mentionner cet élément. En fait, c'est un des éléments de la méthode de Thomas Gordon. C'est un élément que je trouve extrêmement utile. Il est très structuré, très simple, et quand on le maîtrise bien, parce que c'est pas extrêmement difficile à comprendre, cela permet vraiment de pouvoir avoir une structure éclairée et intelligente pour savoir comment faire pour trouver les solutions quand il y a un problème qui se présente. Alors, je mets résolution de conflit, c'est résolution de problème. Il ne faut pas le voir comme uniquement l'aspect il y a une difficulté entre deux personnes due au fait qu'il y a une difficulté, un problème à résoudre. Alors, c'est une méthode qui se décompose en 6 étapes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais introduire l'étape préliminaire, qui est donc la 7e étape ou l'étape 0, parce que celle-là est extrêmement importante. Alors, avant de mettre en place les différentes étapes de la méthode, il faut commencer par faire ce qu'on appelle la définition de l'espace. Alors, je vais te donner 3 exemples très simples pour que tu comprennes ce que je veux dire par là. Lorsque tu dois analyser une problématique et que tu sais que tu vas avoir besoin d'un moment pour pouvoir le faire, tu dois pouvoir te dire que lorsque tu te lances dans cette analyse, tu vas pouvoir le faire en te concentrant sur ça et sans être nécessairement dérangé. Voilà pourquoi on parle de définir l'espace. Alors, je te donne un exemple. Tu es à la maison. Tu as une problématique que tu dois solutionner avec ton partenaire. Et il y a les enfants qui sont tout près, en train de jouer. Si tu ne définis pas un moment ou un lieu ou une limite qui permettent aux enfants de savoir que, soit s'ils sont toujours éveillés, par exemple, vous ne pouvez pas déranger les parents pendant ce moment-là parce qu'ils doivent travailler à quelque chose sans être dérangés, et que les enfants ne respectent pas de problème. Soit vous décidez de le faire au moment où les enfants sont au lit, de manière justement à être certain que personne ne va vous déranger. Donc ça, c'est déterminer un espace dans le cadre familial pour s'assurer que lorsque tu t'embarques dans le processus, tu n'es pas interrompu en plein milieu. Admettons que c'est dans le cadre professionnel. Admettons que tu doives solutionner un problème, déterminer une solution avec 2, 3 collègues. Ne le fais pas au milieu d'un couloir. Ne le fais pas en mangeant ton lunch au milieu de la cuisine alors que tu sais que tu auras d'autres collègues qui vont rentrer dans cette pièce, qui vont éventuellement vous poser des questions, vouloir participer à la discussion. Prends un espace, choisis un bureau, une salle de réunion que tu peux prendre pendant un temps, détermine éventuellement 20 minutes, une demi-heure, peut-être même plus longtemps si c'est vraiment nécessaire, mais définis l'espace pour être certain de pouvoir vraiment te concentrer avec tes collègues et qu'il ne soit pas interrompu par un autre meeting qui va arriver un quart d'heure après le début, alors que tu sais que ça risque de durer un peu plus longtemps. Donc c'est important aussi de ne pas l'oublier. Et enfin, un dernier exemple qui, je pense, peut être utile. Tu vis en colocation avec des gens, tu pars en vacances avec des copains, tu as une problématique avec une personne et tu as décidé que vous vouliez vraiment pouvoir vous asseoir et en discuter. De nouveau, ne le fais pas au milieu du salon ou de la pièce commune où tu sais que les autres colocataires, vont venir écouter ce qui se passe, vont vous donner un avis éventuellement, vont vouloir se mêler de la problématique, alors que fondamentalement, ils ne sont pas concernés. Si tu es, par exemple, en vacances avec des amis, prends le temps de t'en aller, d'aller te promener, d'aller prendre un verre au café du coin, mais isole-toi, prends le temps de créer cet espace de discussion et donne-toi ce temps de pouvoir le faire dans les meilleures conditions.
Alors, première étape du processus, c'est donc définir les besoins. Et là, tu vois qu'on ne parle ni de conflit ni de problème. Alors, je vais donc te donner une explication pour que tu comprennes bien ce qu'on veut dire par besoin. Et cette étape est essentielle, il faut que tu la comprennes vraiment bien. Voilà un problème, par exemple. Tu as un partenaire et demain, tous les deux, vous avez un problème parce que vous avez besoin d'être à des endroits séparés au même moment. Il y a un problème, comment vous faites? Ça, c'est le problème. Quels sont les besoins qui sont derrière? Eh bien, le besoin, il est très simple. Nous avons besoin chacun de la voiture et il n'y en a qu'une seule. L'un a besoin de la voiture parce qu'il doit se rendre à un endroit qui n'est pas, par exemple, un endroit qui est facilement atteignable en transport en commun, où les horaires font que ça va compliquer la situation. L'autre doit se rendre à un autre endroit, qui est peut-être plus facilement atteignable, mais doit récupérer un enfant à sa sortie de réunion d'un cours quelconque. Ça, ce sont les besoins. Le besoin, c'est un partenaire a besoin d'être à X heures à tel endroit, l'autre partenaire a besoin à X heures d'être à tel endroit, plus, dans un monde idéal, de pouvoir avoir accès à la voiture pour récupérer l'enfant. Ça, c'est ce qui est prévu à la base. Ça, ce sont les besoins. Et quand on est devant un problème, il faut d'abord définir les besoins. Parce que quand on sait exactement ce que chaque personne a besoin de pouvoir obtenir, on pourra analyser les besoins de chacun, on pourra réorganiser les besoins éventuellement pour permettre de trouver la solution idéale. Première chose. Deuxième étape, le brainstorming des solutions. Alors, tu sais ce que c'est, nous en avons déjà parlé, j'insiste simplement toujours sur la même chose. Et si tu n'as pas vu la vidéo sur le brainstorming, prends le temps de la chercher, elle est un petit peu plus tôt dans la liste des vidéos. Et il y a énormément de petits éléments dans le brainstorming que je mets en exergue et que je pense qui vaille la peine d'être écouté. Donc, dans le brainstorming, une seule chose que tu dois retenir, c'est super important. Il n'y a pas de folles idées. Il n'y a pas d'idée impossible. Chaque personne a le droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et l'autre ne doit pas commencer à faire de commentaires, se moquer, éventuellement balayer une solution parce qu'elle ne serait pas faisable. Au moment où on fait le brainstorming, on note les solutions, quelles qu'elles soient énoncées par l'un ou par l'autre, peu importe. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a énoncé toutes les possibilités, quand tout ce qui est passé par la tête de tous les participants de la réunion est exprimé, alors cette étape est clôturée. C'est simplement faire la liste de toutes les solutions qui sont éventuellement proposées par tous les participants. Ensuite, étape numéro 3, évaluer les solutions. Alors, quand on évalue les solutions, de nouveau, je te demande de le faire dans le respect. Le principe, c'est pas de commencer à te moquer de ce qui a été dit par un autre, ou de se foutre de sa tête parce que tu trouves que sa solution est complètement débile. Il n'y a pas de solution débile, il y a juste des solutions créatives, éventuellement surprenantes, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut commencer à être condescendant ou désagréable. On peut décider d'analyser les solutions et de se dire, est-ce que c'est une solution réaliste? Est-ce que c'est une solution faisable? Si ces solutions ne le sont pas, elles peuvent être écartées. Et donc, progressivement, à force d'analyser les différentes solutions présentées, tu vas te rendre compte que peut-être que seulement 2, 3, 4 solutions des 10 solutions énoncées vont être celles sur lesquelles il va vraiment falloir se pencher pour approfondir et vraiment déterminer celles qu'il va falloir choisir. Et voilà, l'étape numéro 4, c'est à travers ces solutions qui sont disponibles, c'est choisir la solution. Alors, je voudrais simplement ajouter un élément. À partir du moment où tu fais une liste de solutions, à partir du moment où tu te rends compte que j'avais pas pensé à ce petit détail-là dont toi tu as parlé, parce qu'effectivement, chacun va analyser le problème différemment et chacun va apporter des solutions à sa manière. Et je suis certaine, par exemple, que moi, qui suis du style plutôt rationnel, je vais essayer d'être très pragmatique, mais peut-être que quelqu'un
qui est beaucoup plus fantasque, va pouvoir apporter une solution à laquelle je n'aurais jamais pensé et qui, en fait, s'avérera être peut-être la meilleure. Ou en tout cas, un morceau de cette solution pourrait être super intéressante à appliquer. Et c'est là que je viens avec ma petite idée. Si tu fais une sélection de solutions et que tu te rends compte que des morceaux d'une solution peuvent être combinés avec les morceaux d'une autre solution pour arriver enfin à la solution qui satisfasse tout le monde, n'hésite surtout pas à t'inspirer de ce que tu as entendu, à récupérer des informations pour pouvoir reconstruire éventuellement la solution idéale. L'étape numéro 5, c'est la mise en place de la solution. Alors, tu le sais parce que je l'ai déjà expliqué, et si tu ne le sais pas, je te le rappelle. Arriver à une solution, ce n'est pas que quelqu'un accepte une solution au détriment de l'autre. Ce n'est pas un compromis. Arriver à une solution, c'est trouver quelque chose qui satisfasse chacune des personnes concernées par le problème, parce que si chacune des personnes est pleinement investie dans la solution qui a été choisie, cette personne va pleinement s'investir dans la mise en exécution de cette solution. À partir du moment où une personne est frustrée, qu'une personne en définitive accepte par principe de compromis mais n'est pas convaincue par la solution, ou sent que cette solution est au bénéfice des autres mais pas de soi-même, elle ne va absolument pas s'impliquer dans la solution de la même manière. Et c'est ici qu'il faut que tu comprennes bien que si j'insiste sur ce type d'approche pour solutionner un problème ou gérer un conflit, c'est parce que j'essaie d'insister sur cet élément qui est de trouver une solution à laquelle chaque participant soit d'accord d'accepter qu'elle soit la solution, même si elle n'est pas pleinement satisfaisante, mais à partir du moment où ce qui se dégage des décisions, la solution qui est trouvée face à la problématique est tout à fait acceptable et que chaque personne est convaincue que c'est une bonne solution, que c'est comme ça que l'on peut le mieux résoudre pour tout le monde le problème devant lequel on est, à ce moment-là, il n'y a personne qui aura ce sentiment d'avoir été floué. Donc, c'est important. Alors, une fois que cette solution est dégagée, il faut surtout ne pas oublier cette étape de la mise en place. Parce que la mise en place, c'est les petits détails. Alors, essayons de prendre un exemple pour que tu comprennes un tout petit peu mieux vers quoi je vais. Admettons donc cette histoire de deux partenaires, une seule voiture, deux déplacements différents. La solution qui est trouvée, c'est ce n'est pas le partenaire à la base qui devait récupérer l'enfant qui va s'en charger, c'est l'autre qui va devoir le faire parce qu'il est obligé de prendre la voiture puisqu'il va à un endroit où il y a un problème d'accès au niveau des transports en commun. Donc, dans la solution, il y a déjà un shift qui s'est fait puisque par habitude, c'était le partenaire A qui allait chercher l'enfant. Maintenant, ce sera le partenaire B parce que c'est lui qui va éventuellement prendre la voiture. Alors, ça, c'est la solution qui est trouvée. Au moment où on parle de la mise en place de la solution, une question se pose. C'est, ok, tu prends la voiture, c'est toi qui vas chercher notre enfant. À quelle heure est-ce que ta réunion est supposée s'arrêter? Ça, c'est un tout petit détail qui peut paraître complètement anodin, mais si la réunion est supposée s'arrêter 1 heure après la fin du cours de cet enfant, il n'est pas envisageable que l'enfant éventuellement doive attendre pendant 1 heure devant la porte. Et donc, la mise en place de la solution, c'est le partenaire qui décide qu'il quittera la réunion à telle heure parce que de toute façon, un de ses collègues pourra éventuellement prendre note des derniers détails. Et la solution demande simplement que l'enfant sache qu'il devra attendre à tel endroit pendant 15 minutes, 20 minutes que son parent arrive pour venir le chercher. Et ce sont des solutions qui sont pour les deux parents complètement envisageables. Donc, la solution, c'était qui va prendre la voiture, qui va aller en transport en commun éventuellement, comment est-ce qu'on articule la récupération de l'enfant, ou bien ça aurait pu être on demande à la voisine parce que son enfant va à la même formation qu'elle nous ramène notre enfant pour qu'aucun de nous deux ne doive le chercher. Il y a des tas de solutions possibles, mais ici, il ne faut pas oublier ce genre de petits détails. Il faut essayer d'être attentif à s'assurer que quand on met en place la solution, on a pensé
au maximum à toutes les possibilités de problèmes éventuels qui pourraient se présenter. Donc, ne pas le bâcler, aller jusqu'au bout dans les détails. Dernière chose, et ça c'est ultra important. Alors, elle va peut-être être moins pratiquée dans le cadre privé, mais elle sera souvent pratiquée dans le cadre professionnel, c'est l'évaluation et la correction éventuelle. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on traite un problème, on peut définir une solution en se disant que c'est la bonne solution et que c'est la solution idéale. Et puis cette solution est mise en place. Par exemple, admettons que les personnes qui doivent s'organiser pour pouvoir produire un rapport dans les 10 jours parce qu'il est attendu pour X raisons, définissent qui va devoir travailler sur quoi pour pouvoir agencer ce rapport et être prêt le moment venu. Comme il y a 10 jours devant eux, ou qu'il y a quelques jours en tout cas à leur disposition, il est idéal, il est souvent conseillé à mi-parcours ou à un tiers de parcours de faire une petite mise au point, de s'assurer que tout le monde a bien progressé comme il était entendu qu'il le fasse, et de s'assurer qu'on est dans les temps, y compris, par exemple, si on le fait 2 fois sur le parcours parce qu'on a 10 jours devant nous, à chaque fois que l'on fait cette petite mise au point, il faut peut-être s'assurer de réorganiser des petits détails pour être certain qu'au final, on est dans la bonne direction. Et donc, c'est pour ça qu'on met correction éventuelle. Parce que lorsqu'on fait une évaluation à mi-parcours, ou bien lorsqu'on évalue une solution qui a été mise en place parce qu'on voulait vraiment se rendre compte, tiens, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à long terme? Est-ce qu'on peut répéter cette manière de solutionner un type de problème comme celui-là? Cela permet de pouvoir plus facilement récupérer ce qui a bien fonctionné et le faire appliquer dans d'autres situations beaucoup plus rapidement, sans peut-être devoir passer par le brainstorming, mais simplement en se disant, lorsque nous avons eu le problème X, nous l'avions solutionné comme ça. Est-ce que cette solution nous avait plu? Oui, on en avait fait l'évaluation et on était super content. Dès lors, reprenons cette solution puisqu'on est face à un problème similaire et essayons de l'appliquer. Ça peut être beaucoup plus simple effectivement pour le faire. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que l'étape 5 et 6 sont aussi hyper importantes. Alors, pour te montrer de façon plus globale, voilà donc une illustration de la résolution de conflits, la résolution de problèmes. Donc, toujours commencer par établir l'espace, le lieu dans lequel tu vas pouvoir vraiment discuter, parce que c'est hyper important de pouvoir t'allouer le temps nécessaire pour le faire. Définir les besoins, pas juste te focaliser sur le problème, mais quels sont effectivement les besoins qu'il va falloir satisfaire, parce que c'est là que l'on peut trouver les solutions pour pouvoir résoudre les éventuels problèmes qui sont devant nous, faire le brainstorming des solutions dans la plus grande acceptation, neutralité, respect de tous, évaluer les solutions en étant toujours respectueux, pas de ricanage, pas de critique, choisir la solution, quitte à ce qu'elle soit la combinaison de différentes solutions qui auraient été proposées précédemment, mettre la solution en place, s'assurer de tous les détails pour être certain qu'une fois qu'elle est mise en place, on ne doit plus s'inquiéter de ce qui se passera. Et enfin, vérifier les résultats, quitte à faire une évaluation à mi-parcours, de manière à ce que tu puisses éventuellement envisager de quelque part modifier un tout petit peu la solution qui est présentée. Voilà. Donc, j'espère que ça te donne une idée un petit peu plus structurée de la manière dont tu peux envisager de résoudre certains conflits. Et tu vas te rendre compte très vite quand tu commences à utiliser cette méthode que ce n'est pas tant la méthode en définitive qui va devenir beaucoup plus facile à appliquer parce qu'elle deviendra tout à fait naturelle et tu n'auras plus besoin de te rappeler de ces différentes étapes, mais elles sont vraiment utiles au début quand tu ne le sais pas. C'est identifier les besoins. Exprimer un problème, ce n'est pas identifier un besoin. Exprimer un problème, rentrer dans un conflit avec quelqu'un, c'est laisser les émotions prendre le dessus. Alors une fois que ces émotions sont là et qu'on ne sait pas faire autrement parce qu'il y a un conflit ou un problème qui s'installe, au moment où on veut essayer de le solutionner, il faut vraiment se dire, ok, le problème il est là, mais moi j'ai besoin de quoi? Et souvent, quand tu es face à des situations qui sont un peu difficiles, il est utile de te rendre compte que si tu identifies clairement ton besoin, et peut-être ceux de l'autre, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement voir quel type de solutions sont envisageables
pour pouvoir rapidement solutionner ces différents conflits. Voilà. Bonne réflexion, bonne communication, bonne résolution de problèmes ou de conflits, et à la prochaine fois. Salut!